Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Après avoir analysé le jeu du Monaco de Niko Kovac, puis celui du Lille de Christophe Galtier, on s'attarde aujourd'hui sur le troisième prétendant au titre qui n'est pas encore distancé même si ça se complique, le jeu du PSG de Pochettino. Le PSG est une équipe qui se détache de ses concurrents puisque le contexte y est très différent, où les forts investissements font que le niveau d'exigence est beaucoup plus fort. Il faut aussi, quand on est coach du PSG, savoir composer une animation collective autour de fortes individualités telles que peuvent l'être Neymar ou Mbappé. Alors, comment joue le PSG de Pochettino et pourquoi au final est-il si dur d'être coach au PSG? On va voir ça ensemble. En allant faire match nul contre Rennes, le Paris Saint-Germain est tombé d'une marche dans la course au titre, même s'il reste encore à Paris quelques scénarios qui lui permettraient d'aller chercher le titre. Si Paris termine deuxième, on pourra légitimement parler d'une saison ratée, sans pour autant remettre en cause la responsabilité de Pochettino qui est arrivé à la mi-saison et à qui il faudra encore du temps pour pouvoir juger les performances de son équipe. Entre la période où Tourelle était le coach du PSG et la période actuelle où Pochettino est l'entraîneur, on retrouve une différence notamment en termes d'animation défensive avec des philosophies qui ne sont pas les mêmes. Pochettino est un coach qui accepte beaucoup plus de subir en bloc médian. On l'a vu contre Rennes qui a pu bénéficier de longues séquences avec le ballon sans pression de la première ligne du PSG et avec un Paris qui souhaite conserver l'équilibre du 4-4-2. C'est beaucoup moins le cas bien sûr contre des équipes qui portent beaucoup moins le ballon que peut le faire le Stade Rennais. En revanche, on a cette ambivalence de philosophie défensive entre Tourelle et Pochettino qui est beaucoup plus identifiable en Ligue des Champions. Le Chelsea de Tourelle prend beaucoup plus de risques pour pouvoir récupérer le ballon avec notamment des joueurs comme N'Golo Kanté qui viennent se détacher du milieu pour pouvoir aller mettre la pression sur le porteur de balle adverse. Pochettino a réussi à sortir le Bayern en subissant énormément sur les deux matchs, en aspirant le bloc bavarois pour faire encore plus mal en contre-attaque. Ça n'a pas payé contre Manchester City qui sécurise beaucoup plus ses possessions. Que ce soit à l'époque de Tourelle ou à l'époque de Pochettino, Paris a toujours bénéficié d'un trident défensif qui fait partie des meilleurs d'Europe. Navas est la valeur sûre qu'attendait le PSG, pas forcément trouvée avant avec Trapp ou Areola. Kimpembe et Marquinhos ont tous deux la palette de qualité recherchée chez le défenseur central moderne. Ils sont rapides et intelligents dans la couverture de la profondeur. Ils sont aussi proactifs pour jaillir sur le porteur de balle lorsqu'il est touché ou au cœur du bloc. Ce sont enfin de véritables guerriers et de véritables leaders vocaux sur le terrain. Ils ont également un rôle très important à jouer dans les sorties de balles et dans la relance à 3 de Pochettino qui est permise par le décrochage d'un milieu central. On va pas s'attarder plus sur la relance à 3 puisqu'on l'a déjà beaucoup fait dans les précédentes analyses et puis aujourd'hui dans le football moderne, une sortie de balle à 3 relanceurs c'est quelque chose d'extrêmement popularisé et qui est presque systématique chez les grandes équipes. Mais dans cette ligne de 3, Kimpembe et Marquinhos sont deux joueurs qui sont capables de porter le ballon, de proposer des courses tranchantes vers l'avant qui peuvent casser des lignes. On retrouve devant cette charnière un tandem de deux milieux avec des vertus défensives qui sont beaucoup plus travailleurs dans la récupération que de véritables créateurs. Dimanche contre Rennes, c'était Danilo Herrera, mais on peut très bien inclure dans la rotation Idrissa Gueye, voire un Paredes, mais cette fois dans un style totalement différent. Et c'est intéressant de voir qu'à Paris, une équipe qui aime être détentrice du ballon, qui aime produire du jeu en Ligue 1, au final, les deux milieux centraux reculés sont des joueurs qui sont beaucoup plus des travailleurs défensivement, qui sont les garants de l'équilibre défensif et de joueurs à qui on va demander beaucoup plus de solidifier l'équipe, de gratter des ballons au milieu de terrain, de combler les brèches plutôt que de créer avec le ballon. Au contraire des 4 éléments offensifs qui eux ont les clés du jeu et dont on ne tiendra toujours pas rigueur le manque de repli défensif. Cette différence de statut, de mission sur le terrain ouvre le débat au PSG où on peut pointer du doigt le manque de régularité dans le repli défensif. D'un point de vue contraire, ce manque de repli peut être jugé comme la manière de favoriser les contre-attaques avec des éléments offensifs qui restent très hauts. Ce qui est sûr, c'est que Pochettino place le quatuor offensif comme vecteur de la production du jeu du PSG. Un quatuor auquel s'ajoute Marco Verratti. Le gros pari de Pochettino lors de son arrivée au PSG, c'est ce repositionnement de Marco Verratti en numéro 10, le milieu italien change totalement de registre, où il passe d'un joueur en position reculée qui organise le jeu depuis une position basse à un relais offensif qui va créer des brèches de par sa mobilité et où on va surtout exploiter sa capacité à garder le ballon sous la densité au cœur du bloc adverse. Il est accompagné sur la même ligne de deux ailiers dont le positionnement va osciller entre jouer très large et jouer beaucoup plus resserré dans l'axe. Et c'est le positionnement des ailiers qui conditionne la position derrière
des latéraux qui vont jouer beaucoup plus haut depuis une position arrêtée lorsque les ailiers sont rentrés vers l'intérieur. Lorsque les ailiers sont très écartés, Paris va créer des situations de supériorité de 2 contre 1 par le dédoublement de ses latéraux. Le dédoublement, c'est donc la course d'un latéral lancé dans le dos d'un ailier, une arme qui se perd un petit peu dans le football moderne, tant le positionnement des latéraux est très haut, presque aligné aux attaquants maintenant. Colin Dagba contre Rennes a utilisé avec abondance cette arme et ça a toujours été créateur de danger. L'appel du latéral peut avoir une utilité directe lorsque ce dernier est servi, ça permet ensuite d'amorcer un centre. Lorsque le latéral n'est pas servi, son appel peut avoir une utilité qu'on peut percevoir comme indirecte puisqu'elle permet de libérer le porteur de balle de son vis-à-vis. Ça facilite notamment les différences qui peuvent être créées par Di Maria, ailier gaucher en faux pied sur le côté droit. Le joueur argentin est capable d'éclairs de génie lorsqu'il amène le ballon vers l'intérieur, lorsqu'il perce le bloc pour pouvoir aller soit chercher une solution très rapidement de l'autre côté sans que l'équipe adverse n'ait le temps de coulisser, ou enrouler avec sa patte gauche comme il l'avait fait contre le Napoli en Ligue des Champions. À une échelle de temps un petit peu plus lointaine, c'est ce genre de but qu'il avait inscrit contre le Barça lors du match aller de la remontada où le PSG s'était imposé 4-0. Sur l'autre aile, on retrouve le Brésilien Neymar dans un profil très différent. Neymar est le facteur X du plan offensif du PSG, et si ce n'est peut-être Messi, j'ai du mal à avoir en tête un joueur qui a autant d'influence dans le projet de jeu collectif d'une équipe. On connaît très bien le style de jeu de Neymar, qui a une forte visibilité médiatique partout dans le monde, un style de jeu individualiste, où il va adapter ses déplacements pour pouvoir avoir le ballon entre les pieds, et ensuite c'est régulièrement seul qu'il va faire la première différence par le dribble. C'est sans conteste un des meilleurs dribbleurs sur le circuit. Il est capable aussi de surprendre toute une équipe par des passes cachées assez lumineuses, notamment celle pour Marquinhos contre le Bayern. La plus grosse difficulté donc quand on devient coach du PSG, c'est de savoir s'adapter à ce contexte tactique inédit que les coachs n'ont certainement pas rencontré dans leur club précédent et où la politique de jeu gravite en partie autour d'un seul joueur. La personnalité si atypique de Neymar avec le ballon ne pourra jamais être modifiée, être modelée par un coach, et ce n'est d'ailleurs pas les attentes des dirigeants. Pochettino doit donc construire une animation collective autour d'un seul homme et apporter une valeur ajoutée derrière les premiers décalages qu'il peut créer par le dribble. C'est une des raisons pour laquelle la connexion Mbappé-Neymar est si compatible, puisque l'attaquant français est un des tout meilleurs pour exploiter la profondeur et les espaces. En son absence contre Rennes, on a vu un certain manque de spontanéité derrière les différences que pouvait créer Neymar, avec une absence totale de la prise de profondeur. Pourtant, la ligne défensive rennaise était assez haute pour pouvoir exploiter ces espaces dans le dos. Mais en seconde mi-temps, lorsque le PSG a été beaucoup plus généreux en termes d'appel dans le dos de la défense, c'est au final comme ça que se crée la plus grosse situation de Paris dans ce match, avec Neymar qui trouve une passe cachée pour Draxler lancée dans la profondeur. À Paris, on a une stratégie sportive assumée, centrée sur le recrutement des meilleurs joueurs du monde et pas seulement sur le recrutement de profils en adéquation avec les besoins du coach. L'un des obstacles à franchir lorsqu'on est coach du PSG, c'est d'accepter de passer au second plan, de devoir adapter sa stratégie par rapport aux joueurs qui ont été recrutés par le club. Être sur le banc du PSG, c'est donc devoir résoudre l'équation entre proposer une animation collective en accord avec ses principes de coach qui permet derrière de favoriser l'épanouissement des fortes individualités. On peut imaginer aussi que Pochettino a un travail à faire sur la dimension management au PSG et savoir comment unir un groupe lorsqu'on a de telles stars, des joueurs qui passent au-dessus de l'équipe, et aussi réussir à tirer vers le haut le niveau des joueurs du banc, des joueurs offensifs du banc sans un véritable contexte de concurrence, puisqu'on sait que ces joueurs-là ne pourront jamais dépasser dans la hiérarchie les grands joueurs qui ont été recrutés au PSG. Le coach argentin ne peut pas faire disparaître un Neymar, un Mbappé dans ses plans, puisque déjà ils sont très forts sur le terrain bien sûr, mais il y a aussi tout un enjeu économique où ces stars sont vraiment les figures de proue de la puissance du groupe qatari. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le PSG de Pochettino. On a divergé un petit peu également sur la difficulté d'être coach dans cette équipe actuelle du Paris Saint-Germain. Si les premiers mois du coach argentin au PSG ne sont pas concluants, on attendra bien sûr le début de la saison prochaine pour pouvoir juger pleinement de son travail. On espère pouvoir retrouver une forme d'esthétisme de jeu avec le temps dans le PSG de Pochettino, même si on sait qu'au final la pérennisation sur le banc du coach argentin passera forcément par l'obtention d'un titre. Voilà pour cette analyse. Je serais très curieux d'avoir dans les commentaires votre avis sur la difficulté d'être coach au PSG. Est-il plus difficile d'être entraîneur de Paris que d'être entraîneur d'un autre cadre européen? Cette vidéo conclut donc notre trilogie d'analyse des prétendants au titre, où on avait commencé par l'AS Monaco, puis
le LOSC de Galtier et enfin le PSG de Pochettino. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. On parlera encore de Ligue 1, j'ai pas encore le sujet en tête. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos sur la chaîne. Vous pouvez aussi lâcher un petit like à cette vidéo si elle vous a plu. On se dit à la semaine prochaine, salut.